La même chose pour un pays que nous connaissons beaucoup plus dans le détail, la Grèce. Nous pensons à la Grèce comme un pays excessivement beau, mais très sec, du moins dans l'Attique, le Péloponnèse, etc., sauf dans la haute montagne et encore. Eh bien, Platon raconte que dans sa jeunesse, l'Attique était encore boisée, très boisée même. Et c'est la même impression qu'on a en lisant les poètes grecs du VIe siècle. Ils parlent beaucoup de cours d'eau, beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'arbres, etc. Ça a l'air enchanteur. Et Platon explique que sa jeunesse a coïncidé avec la grande période, je simplifie un peu, la grande période impériale d'Athènes, l'époque où Athènes était le centre d'une confédération qui s'étendait à toute une partie de la Méditerranée, et où par conséquent on avait des bateaux de guerre en très grand nombre, et on a coupé les arbres pour les mâts et pour les quilles des bateaux de guerre. Aussitôt, les cours d'eau sont rentrés sous terre ou sont devenus des torrents, et l'Attique telle que nous la connaissons a commencé d'exister. C'est une œuvre humaine. C'est le résultat des expéditions d'Alcibiade en Sicile et de la lutte contre les cités confédérées qu'il fallait sans cesse reconquérir et obliger à payer l'impôt, etc. Et des 30 ans dévastateurs de la guerre du Péloponnèse. Et la même situation s'est produite dans un très grand nombre de pays. On peut dire que toute civilisation poussée à l'excès apporte avec elle sa némésis, qui est la destruction des lieux, ou sinon du lieu lui-même, des lieux environnants. Par exemple, Venise, qui est en train de mourir maintenant des effets de notre pollution industrielle, a été construite sur des forêts submergées, les forêts de la Dalmatie, de la côte dalmate, qui sont devenues un endroit excessivement sec et d'un climat, d'une température excessivement instable. Mais Venise est construite sur les anciennes forêts de Raguse et des différentes côtes dalmates. Vous voyez donc que la tendance n'est pas nouvelle. Seulement, évidemment, il y a eu accélération à notre époque. Et depuis, peut-on dire, environ 200 ans. Mais à partir de la fin du XVIIIe, l'Angleterre a procédé à l'industrie en gros du charbon, et c'est le moment aussi où, par une réaction normale, a commencé la poésie romantique, protestant en faveur de la nature, en faveur du paysage naturel, en faveur de la vie simple, contre les grandes agglomérations industrielles qui étaient en train de se créer. Et c'est arrivé un peu plus tard en France, probablement surtout du fait qu'on a eu autre chose à penser à l'époque de la Révolution, ce qui fait qu'il faut placer ça plutôt vers le début du 19e en France. Mais la même réaction romantique s'est produite, protestant naturellement dans le désert, et on peut dire même que Baudelaire, qui vient un peu après cette génération-là, est le premier grand poète français de la misère et de la sordidité des grandes villes. Et toute cette situation, avec tout ce qu'elle a entraîné aussi de protestations, parfaitement justes d'ailleurs, tout au moins au départ, sociales, contre la condition ouvrière, contre l'abus de la condition ouvrière, a commencé à la suite de cette révolution industrielle. Et chose dont on parle moins, mais qui me paraît souvent presque aussi importante, c'est le moment aussi où l'homme a cessé de jouir de son travail personnel. Et il est devenu de plus en plus l'esclave d'un travail en équipe. Le paysan du Moyen-Âge, le paysan jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, qui fabriquait son propre berceau pour ses enfants, son propre lit, les femmes qui faisaient leurs propres conserves, leurs propres confitures, etc., leur propre cuisine, qui tuaient même leurs propres animaux au lieu de les tuer industriellement, vivaient dans un milieu où par la force des choses, on conservait beaucoup plus parce que tout était infiniment précieux et où on jouissait comme d'un chef-d'œuvre du petit travail qu'on avait accompli. On était très fiers d'avoir construit un lit ou un berceau ou une table. Il y avait un élément, si dur que soit la vie, et je ne cache pas du tout le fait que la vie humaine a toujours été très dure, il y avait tout de même un élément de satisfaction personnelle dans ce qu'on produisait. Tandis qu'à notre époque, la satisfaction personnelle est venue d'aller dépenser de l'argent dans un grand magasin pour acheter quelque chose dont on ne sait pas par comment c'est fait, par qui ça a été fait, et quelles sont les conditions économiques de misère ou même d'existence très malsaine dans lesquelles ça a été fait par l'ouvrier qui les a fabriqués. Je lisais par exemple
la semaine dernière des réflexions au sujet d'une fabrique, la fabrique d'eau américaine, Dow, qui produit énormément d'objets manufacturés dans le genre des grandes feuilles d'aluminium et de papier d'argent, etc., et qui a été, pendant la guerre de Vietnam, l'une de celles qui ont produit des herbicides et du napalm, et qui maintenant ne fait plus ça pour le moment, du moins pas publiquement, mais dont les ouvriers sont terriblement sujets au cancer à cause des éléments cancérogènes qu'ils manient. Il est extrêmement difficile à quelqu'un qui va acheter un coussin en vinyle de savoir que les ouvriers qui sont en train de le faire vont souffrir probablement d'une maladie des poumons. L'homme du Moyen-Âge était très souvent dans des états de santé, de fatigue, etc. Également, parfaitement regrettable, on s'en aperçoit par exemple quand on écoute la vieille ballade du XVe siècle, le pauvre laboureur, qu'il neige, qu'il tonne, qu'il vente, qu'il fasse mauvais temps, toujours on voit sans trêve le laboureur au champ. Il n'y a ni roi, ni prince, ni duc, ni seigneur qui ne vivent de la peine du pauvre laboureur. Donc vous voyez que la protestation sociale et les mauvaises conditions ne sont pas d'aujourd'hui, il faut toujours rappeler ça, sans ça on a l'air d'être un idylliste du temps passé. Ce n'est pas vrai, mais il est vrai néanmoins que ces gens-là qui vivaient si mal dans les temps difficiles, quand la fête du village arrivait, construisaient leur propre décor de fête, déroulaient les propres bannières qu'ils avaient tissées eux-mêmes, sortaient leurs propres petits violons et leurs propres petites guitares, et dansaient et se donnaient à eux-mêmes une fête dans leur village, comme je le vois encore faire quelquefois quand on va du côté du Maroc, de tous ces pays-là, au lieu de regarder la télévision pour regarder d'autres qui tâchent de les intéresser et de les amuser, tandis qu'eux seraient bien incapables de le faire. Il y avait donc ce contact direct, souvent malheureux, hélas, mais toujours direct entre l'homme et la nature. Et je me souviens toujours, parce que ce sont toujours ces petites choses personnelles qui frappent et qui font penser aux choses pour la première fois, que lorsque je passais un hiver dans la Provence noire, c'est-à-dire du côté de Fayence, en France, du côté de Draguignan, j'avais fait la connaissance d'un ancien matelot devenu antiquaire, qui allait acheter des choses dans les fermes, etc., pour les revendre. Quelquefois, c'était simplement des étoffes rayées de vieux jupons de paysannes, faites sur place. Et qui m'a dit un jour, en me montrant ça, ou en me montrant une assiette, ou je ne sais quoi qu'il avait découvert, c'est tout de même extraordinaire. Hein. On pourrait presque mettre une date, pas seulement un millésime, mais enfin même une date tout à fait exacte et précise, pour le moment où les gens, enfin, sauf quelques artistes, ont commencé à manquer de goût. Jusqu'en 1830, presque tout ce qu'on trouve fait dans les villages est merveilleusement beau. C'est une œuvre d'art. Après ça, ça devient des choses qu'ils ont achetées à des colporteurs qui travaillaient pour des fabricants et le goût avait disparu. On est toujours pris de court quand on doit parler de ce sujet parce qu'on devrait s'entourer de piles de rapports pour avoir les chiffres exacts, les détails exacts, et que bien entendu, on ne les a pas sous la main. Mais il reste l'effet très simple que grâce à l'accélération des techniques, je ne dis pas de la science est une autre affaire, mais des techniques qui sont devenues en quelque sorte les parasites de la science, nous avons de plus en plus accéléré le mouvement d'usure. Que, par exemple, on a constaté qu'un Américain ou un Européen marchant sur la terre autour de sa maison, se promenant enfin dans son environnement propre, détruit environ, je n'ai pas les chiffres sous la main, mais presque une trentaine ou peut-être une cinquantaine de fois plus la terre qu'un paysan africain ou qu'un hindou. L'endroit où il habite devient en quelque sorte détruit au point de vue écologique par l'usure, par le tassement de la terre, par l'usage des pesticides, au contraire des fertiliseurs trop puissants, etc. Et il n'est plus récupérable qu'au bout d'une période de temps de plus en plus longue.